Bonsoir à tous et merci d'être là pour ce webinaire sur le DevOps. Je vais me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Mohamed Moustapha Kamara. Je suis donc ingénieur en génie logiciel je fais beaucoup d'architecture logicielle et de développement. Je cumule aujourd'hui environ 15 ans d'expérience donc sur l'informatique de façon générale. Donc, bon, tout ce qui est réseau, tout ce qui est architecture, tout ce qui est développement. Et actuellement, je travaille en tant qu'auditeur des systèmes d'information, mais soit dans une entreprise de la place. Donc, en gros, c'est ça. Pour me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est MMKMOU. Donc, sur tous les réseaux sociaux, c'est le même pseudonyme que j'utilise. Et vous voyez mon email qui se trouve là juste sur l'écran. Donc, c'est mmkmou à la base, mmkmou.me pour mon mail. Et voilà. Donc, ce cours, en fait, donc, disons, ce webinaire, c'est dans le cadre donc du MOOC introduction donc au DevOps que nous avons lancé en partenariat donc avec Ratel Technologies. Et aujourd'hui, nous allons vous faire une présentation globale que nous allons faire durant donc ce cours en ligne que nous allons animer durant donc le mois de mars-avril 2026. Et donc, du coup, quelles sont les attentes en fait pour ce cours-là, n'est-ce pas? Donc, en fait, pour ce cours-là, déjà, en fait, nous allons tourner autour donc des fondamentaux donc du DevOps et de la maîtrise donc de tout ce qui est les outils autour du DevOps. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller plus ou moins en profondeur en fait sur ces outils-là au cours de ce webinaire. Donc, on va parler donc de tout ce qui est GitLab CI, de Docker, de Kubernetes et des outils d'automatisation, n'est-ce pas, que vous allez rencontrer au cours donc en fait de votre vie d'ingénieur DevOps donc en entreprise. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, quelles sont les compétences qui seront visées donc, à la fin de ce cours-là? Donc, en fait, comprendre déjà la culture DevOps, comprendre l'architecture 12 facteurs, donc en fait, le 12 factor app, donc en fait, les 12 facteurs, n'est-ce pas, qui tournent autour donc, des applications, comprendre en fait le CI, en fait, GitLab et Gitflow, comprendre en fait comment gérer son code en équipe et comment versionner donc son code, mettre en place donc des pipelines CI/CD avec GitLab, donc avec GitLab CI. Et ça ne va pas empêcher peut-être de parler un peu de Jenkins donc, durant ce cours-là, mais on va essentiellement en fait se concentrer sur GitLab CI. Nous allons aussi parler en fait de Docker, l'introduction donc à la containerisation, comment gérer donc vos applications avec Docker, comment automatiser bon, disons pas comment, mais comment créer, disons en fait, des images avec Docker et de les déployer donc sur votre registry, que ce soit sur Docker Hub ou bien sur un registry privé, comme par exemple sur AWS ou bien sur un autre registry, n'est-ce pas, que vous pouvez mettre en place au niveau donc du cloud. Nous allons aussi parler de Kubernetes. Donc, du coup, avec Kubernetes, nous allons essentiellement voir comment gérer donc le load, donc comment gérer donc en fait les montées de charge des images Docker, comment avec Kubernetes on peut gérer donc ce montée de charge là et comment automatiser certains points, n'est-ce pas, de certains points donc certaines limitations de Docker. Nous allons un peu aussi parler de DevSecOps, du monitoring, mais aussi en fait de tout ce qui est GitOps et IAC, et donc du coup pour, par exemple, déployer automatiquement des infrastructures, automatiser donc la gestion donc des infrastructures au niveau donc du cloud. Donc en gros, c'est un peu ça, disons, l'objectif du cours, n'est-ce pas, de DevOps du bootcamp de DevOps qu'on va mettre en place avec Ratel. Et donc, dans ce cours-là, aujourd'hui, pour pouvoir faire donc ce cours-là,
vous aurez besoin quand même d'avoir en fait une certaine base de Linux. Donc, quand je parle donc en fait être à l'aise avec les lignes de commande. Donc, comme on va le voir, vous allez vous rendre compte que en fait le DevOps aujourd'hui en fait utilise beaucoup d'outils open source et la majeure partie de ces outils-là marchent sur des environnements Linux. Et donc, du coup, il faudrait essentiellement comprendre, n'est-ce pas, comment marche donc, en fait, être à l'aise avec les lignes de commande, être à l'aise avec tout ce qui est scripting avec du shell, n'est-ce pas, pour pouvoir être à l'aise donc avec du DevOps. Maîtriser donc les bases du réseau. Quand je parle donc de maîtriser les bases du réseau, comprendre comment interconnecter deux applications, comment exposer des applications, donc comment connaître la notion de NAT, comprendre donc la notion de port forwarding, comment exposer donc des ports sur le réseau, comment les sécuriser. Ça, comment maîtriser plus ou moins donc tout ce qui est donc par feu, donc comment démarrer et arrêter donc des services réseau carrément. Bon, on ne demande pas d'être un expert Cisco ou bien un expert Huawei, mais juste comprendre les notions de base en réseau. Idéalement aussi, l'ingénieur DevOps doit maîtriser avoir les bases de la programmation. Quand je parle donc des bases de la programmation, au moins il devrait pouvoir lire et comprendre donc les langages de programmation qui sont utilisés donc dans son entreprise ou bien dans son environnement. Aujourd'hui, les langages qui sont les plus utilisés dans le monde du DevOps, c'est le Python et Go aujourd'hui, mais il y a aussi Java, ça, comprendre un peu tout ce qui est Bash, comprendre un peu tout ce qui est langage d'automatisation, donc de scripting, pour pouvoir lui-même définir donc ces programmes de scripting et aussi au moins pouvoir démarrer et arrêter les applications ou bien les programmes qui ont été développés donc par les développeurs. Et bien sûr, avoir culture informatique de façon générale, donc comprendre tout ce qui est cycle de vie de logiciel, comprendre les gestions de projets Scrum, comprendre en fait le cycle de vie, quand je parle donc de cycle de vie et donc du développement, comprendre comment lancer des tests unitaires, le pourquoi des tests unitaires, quel est l'objectif des tests unitaires, par exemple, les tests de régression, les tests de performance, comprendre de façon générale comment fonctionne un serveur, Linux, par exemple, comprendre de façon globale comment déployer donc une application, comment accéder à un serveur, etc. Donc, du coup, ça, c'est des prérequis idéalement qu'il faut avoir. Ça va aider un peu l'ingénieur DevOps ou bien la personne qui va faire du DevOps, ça va l'aider à pouvoir aller plus vite et comprendre donc les notions. Et donc, du coup, donc ça, c'est l'objectif global en fait du DevOps. Donc, c'est l'objectif global donc du bootcamp qu'on va lancer donc en fait très bientôt sur le DevOps. Maintenant, aujourd'hui, nous allons un peu voir c'est quoi le DevOps et pourquoi il est important aujourd'hui de gérer donc en fait de faire du DevOps. Donc, c'est quoi la problématique? Cette problématique-là, il faut comprendre aujourd'hui chacun qu'est-ce qu'il fait dans l'entreprise. Supposons aujourd'hui vous êtes un développeur. Donc, en tant que développeur, votre travail essentiellement, c'est de coder. Donc, c'est-à-dire ajouter de nouvelles fonctionnalités donc, dans une application, corriger des bugs, maintenir l'application, etc. Donc, c'est des tâches journalières de développeur que vous allez faire, n'est-ce pas, dans votre coin, sur votre ordinateur, n'est-ce pas? Et après, vous allez partager donc ces fonctionnalités-là. Dès qu'ils sont terminés, vous allez les partager donc avec le reste de l'entreprise. Et bien sûr, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les opérationnels. Les opérationnels, eux, leur travail essentiellement, c'est de mettre en production. Donc, ça veut dire que c'est eux qui vont récupérer ce que le développeur a fait et ils le mettent en production. C'est eux qui vont vérifier que l'application démarre bien, que l'application est stable et il est scalable. C'est eux qui vérifient que le serveur n'est pas down. C'est eux qui vérifient, n'est-ce pas, qui font le support donc, de l'application. Donc, c'est eux qui reçoivent les tickets utilisateurs, qui vont gérer avec les autres utilisateurs, n'est-ce pas, en fait, les bugs qu'ils ont reçus, et ainsi de suite. Donc, voilà les deux extrêmes du cycle de vie du logiciel. Et ces deux extrêmes-là, très souvent, s'il n'y a pas une politique très claire au niveau de l'entreprise, ils ne se parlent pas. Et quand ils ne se parlent pas, bien quand ils sont carrément isolés, on a ce qu'on appelle le mur de la confusion. Le mur de la confusion, c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui,
Le développeur, lui, il va se dire des phrases du genre « ça marche chez moi », parce que tout simplement sur son ordinateur, la fonctionnalité a bien marché, mais arrivé en production, la fonctionnalité ne marche plus. Donc du coup, il se dit « bon, moi, je n'ai rien fait. En tout cas, chez moi, ça marche ou bien ça marche chez moi ». Donc du coup, quand il y a un problème aussi, il n'y a pas de... Personne ne veut prendre la responsabilité, que ce soit du côté donc, du développeur qui dit que lui, il a tout fait pour que ça marche. L'opérationnel, lui aussi, il va dire que ces serveurs n'ont pas de problème. Donc, on ne sait pas c'est la responsabilité est qui. Donc, c'est que cette responsabilité n'est pas partagée et chacun reste dans son coin et campe sur ses positions. Et donc, du coup, c'est ce qui crée donc, ce mur donc, de la confusion où chacun, n'est-ce pas, reste dans son coin pour échapper donc à la responsabilité ou bien pour dire que la responsabilité donc, du problème n'est pas de son côté. Et donc, du coup, le travail de DevOps, c'est exactement de détruire, en fait, ces murs-là. Donc, de supprimer donc, ces silos-là. Donc, c'est-à-dire que chacun est dans son silo. Donc, de supprimer donc, cet isolement-là et de permettre à ce que toutes les deux parties puissent travailler ensemble et mieux communiquer. Et donc, l'objectif donc, de mieux communiquer, c'est essentiellement donc, de permettre à ce que l'application puisse fonctionner comme il est prévu donc, de fonctionner. Et donc, du coup, c'est ce qui amène donc à la définition du DevOps. Donc, le DevOps, donc, dans sa définition, disons, officielle, le DevOps donc, est l'ensemble des pratiques, principes et valeurs culturelles qui permettent aux organisations d'améliorer la collaboration entre le développement et l'exploitation, afin de livrer des produits et services plus rapidement, plus fréquemment et de manière plus fiable, tout en apportant une valeur continue au métier. Et donc, dans cette définition-là, vous allez voir qu'il y a des points que j'ai mis en highlight, donc en bleu, qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, peuvent vous interpeller. Déjà, en fait, le DevOps, c'est des pratiques, des principes et des valeurs culturelles. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le DevOps, ce n'est pas seulement technique. Mais avant d'être technique, c'est un ensemble de pratiques, c'est une façon de faire, c'est une mentalité, c'est une façon de voir et une façon de travailler, n'est-ce pas, au fait, au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, il faut avoir donc cette vision DevOps pour pouvoir travailler donc dans un environnement dit DevOps, par rapport à ce que beaucoup de gens croient. Et l'objectif donc d'avoir cette vision-là, d'avoir cette façon de travailler, c'est d'améliorer donc la collaboration entre le développement et l'exploitation. Donc, quand je parle d'exploitation, donc je parle aussi donc de l'opérationnel, n'est-ce pas? Et donc, cette façon de travailler, donc ces pratiques, ces principes et ces valeurs, n'est-ce pas, qu'on doit avoir au sein de l'entreprise, n'est-ce pas? Il a pour objectif d'améliorer donc la collaboration entre le développement et l'exploitation. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont mieux communiquer, ils vont mieux collaborer, ils vont mieux travailler ensemble. Et enfin, si aujourd'hui le développement, donc en fait les équipes delivery, donc ou bien les équipes de développement et les équipes d'exploitation ou bien les équipes opérationnelles arrivent à travailler ensemble, et le bénéfice est aujourd'hui pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits qui sont mis en place seront livrés beaucoup plus rapidement parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a une communication entre celui qui développe et celui qui met en ligne. Ils seront livrés beaucoup plus rapidement. Ils sont maintenus plus fréquemment. Et aujourd'hui, il y a une meilleure compréhension donc, de l'application, ce qui fait que aujourd'hui, l'application est beaucoup plus fiable en termes donc, de performance et bien sûr aussi en termes de qualité. Et naturellement, lorsque le produit aujourd'hui est plus fiable et il est mis à jour plus rapidement, il y a une valeur ajoutée pour l'entreprise, il y a une valeur ajoutée pour le métier. Quand je parle du métier, je parle plutôt en fait des utilisateurs finaux, donc c'est-à-dire que soit des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs donc, qui sont en interne ou bien en externe. Donc ces utilisateurs-là, aujourd'hui, ils vont gagner, en fait, ils vont avoir une valeur ajoutée, une valeur continue en fait sur l'application. Et donc du coup, vous voyez qu'ici dans cette définition-là, à partir tout simplement d'une façon de voir ou bien d'une façon de fonctionner au sein donc, des équipes en interne, vous allez voir qu'aujourd'hui, la finalité, aujourd'hui, c'est tout simplement que toute l'entreprise puisse bénéficier en fait de cette façon de voir. Et donc, du coup,
C'est pourquoi très souvent, on dit que le DevOps, ce n'est pas seulement technique, mais c'est aussi cette vision culturelle et cette façon donc, de travailler ensemble au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, lorsqu'on parle aussi, donc ces principes-là, j'avais oublié que j'avais mis ces slides-là, en fait, pour expliquer, donc, juste pour revenir, donc, comme je disais, donc, les principes ne se limitent pas donc, aux outils techniques, n'est-ce pas? C'est une façon de voir, c'est un mindset, donc, c'est une méthodologie. Et bien sûr, la collaboration, donc, qui vise à supprimer, donc, la logique de silo, donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'isolement entre les différentes parties donc, de l'entreprise, le développeur qui reste dans son coin et l'opérationnel qui reste dans son coin. Donc, le DevOps vise en fait à promouvoir donc, la collaboration entre les différentes parties présentes donc, de l'entreprise. Et bien sûr, quand ce travail est fait, il y a une livraison rapide et fréquente des applications. Donc, en fait, les applications sont plus fiables, les applications sont plus rapidement livrées, les livraisons sont beaucoup plus fréquentes. Et bien sûr, le gagnant dans ça, c'est l'entreprise de façon globale qui va gagner, ou bien le client qui va gagner, en fait, dans ça. Donc, du coup, en ayant une application qui est livrée beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fréquemment, le client ou bien le métier de façon globale, aujourd'hui, gagne en performance et en valeur ajoutée, donc, par rapport à son client ou bien par rapport donc, aux équipes donc, de développement. Et donc, du coup, c'est quoi cet esprit DevOps-là? Cet esprit DevOps est basé, a été défini donc, selon le livre de la cuisine donc, du DevOps, The DevOps Handbook. Donc, en fait, c'est dans ce livre-là où donc, ce principe de DevOps a été défini. Et il a été défini donc, selon donc, le modèle CALM. Donc, C-A-L-M-S. Et donc, ce modèle-là définit donc, en fait, la culture DevOps et les piliers, n'est-ce pas, sur lesquels, donc, aujourd'hui, on doit se baser pour mettre en place, en fait, un esprit DevOps ou bien un environnement DevOps. Donc, cette culture, donc, en fait, aujourd'hui, c'est la façon de voir. Et aujourd'hui, il y a un ensemble de piliers, donc, en fait, l'automatisation, le lean, donc, en fait, quand on parle de lean, on va parler donc de le gaspillage, éviter donc le gaspillage, le mesurement, pouvoir quantifier et mesurer aujourd'hui donc la performance de l'entreprise et bien sûr le share. Donc, quand on parle aujourd'hui de travail collaboratif, on parle donc de partage et on parle donc de collaboration donc, entre les différentes équipes. Donc, c'est la partie share. Donc, on va rentrer en détail sur chacun donc, de ces piliers-là. Et donc, cette culture, donc la culture donc, d'équipe, donc là, il s'agit de créer donc, en fait, une culture d'équipe collaborative. Donc, ça dit où les équipes de développement et d'exploitation collaborent de manière transparente pour atteindre des objectifs communs. Donc, ça dit qu'en fait, il faut qu'il y ait une communication ouverte, il faut qu'ils puissent travailler en confiance, n'est-ce pas? Tous les équipes puissent travailler en confiance mutuellement et qu'aujourd'hui, que les responsabilités soient partagées au sein même de l'entreprise. Donc, ça dit que c'est ça la culture DevOps de façon globale. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, toutes les équipes doivent pouvoir travailler main dans la main, doivent pouvoir se faire confiance mutuellement, ce qui est très important. Et pour pouvoir en fait se faire confiance mutuellement, c'est là où on va maintenant parler donc des autres piliers, la ALMS, n'est-ce pas? Et donc du coup, la ALMS, donc le premier, l'automatisation. Et quand on parle d'automatisation, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des tâches récurrentes, donc en fait en entreprise, que ce soit chez le développeur, que ce soit chez l'opérationnel, n'est-ce pas, ou bien même chez le chef de projet, il y a des tâches récurrentes. Quand on parle de tâches récurrentes, donc c'est des choses qu'on fait tous les jours. Et quand on fait des tâches récurrentes de manière manuelle, on a tendance à faire des erreurs, ce qui est tout à fait humain et normal, n'est-ce pas? Et donc, du coup, le fait d'automatiser donc ces tâches-là va permettre à ce qu'on va réduire les erreurs qui sont faites. Donc, ça veut dire que je vous donne un exemple aujourd'hui, et d'ailleurs même, c'est un sujet d'actualité. Donc, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, n'est-ce pas? Et donc, on parle beaucoup d'IA générative, on parle beaucoup d'agents IA. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans certaines entreprises aujourd'hui, les chefs de projet ou bien, par exemple, bon, je dirais les Scrum Masters, les chefs de projet, les Product Owners et tout ça, peuvent utiliser, et d'ailleurs même, ils utilisent l'IA, n'est-ce pas, pour automatiser
n'est-ce pas, certaines tâches, comme par exemple, comment prioriser certaines, le backlog, donc des tâches, comment mettre en place, comment écrire, n'est-ce pas, certaines user history, et ainsi de suite. Et donc, en faisant ça, il automatise et il délègue, n'est-ce pas, les tâches manuelles donc à l'IA pour pouvoir aller beaucoup plus rapidement, par exemple, sur donc, la définition donc, des sprints, ou bien la définition du backlog, ou bien la définition donc, des FSD, et ainsi de suite. Et d'ailleurs même, toujours en parlant d'automatisation, par exemple, c'est le développeur, on peut parler, par exemple, des process de tests unitaires. Aujourd'hui, en automatisant, par exemple, les tests unitaires, on peut, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, chaque fois que vous allez créer une fonction qui, je dis que vous avez un agent IA, ou bien même que vous ayez, bon, par exemple, des mémoires, il y a, par exemple, copilote, par exemple, que vous pouvez entraîner pour que, par exemple, lorsque vous définissez donc, en fait, une fonction, automatiquement, donc, cet agent IA-là puisse générer automatiquement donc, le test unitaire qui est lié donc, à cette fonction. On parle aussi d'automatisation donc, du déploiement, ça, on va en parler un peu plus tard, comme par exemple les tâches répétitives, comme par exemple linter le code, générer des lints du code, tester donc le test de qualité, vérifier est-ce que les noms des variables sont corrects, et ainsi de suite. Tout ça, donc, aujourd'hui, on peut les automatiser. Et en les automatisant, donc, ça dit quoi? Ça dit qu'aujourd'hui, vous définissez des règles qui sont strictes. Et ces règles-là, n'est-ce pas, vont permettre aujourd'hui que lorsque le code va arriver, par exemple, au niveau donc, de l'équipe de déploiement ou bien des équipes opérationnelles, eux, ils sont sûrs que les règles ont été respectées et que, par exemple, tout ce qui a été sorti comme rapport est juste. Alors que, par exemple, si ces tâches-là étaient faites manuellement, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous avez oublié d'exécuter certaines choses, ou bien en tant qu'humain, vous avez tendance à interpréter de façon, disons, sentimentale certains résultats. Et donc, du coup, la confiance que vous allez avoir, donc le résultat qui va sortir, la confiance que l'exploitation peut avoir donc, sur ces résultats-là, n'est-ce pas, peut être ébranlée. Et donc, du coup, on n'est plus sur cette culture DevOps-là, parce que tout simplement, la confiance mutuelle n'est plus. Mais si on a donc des agents qui le font pour vous, ou bien des scripts, que ce soit des scripts Bash, des scripts Python, n'est-ce pas? Bon, je parle d'IA parce que c'est à la mode, mais bon, voilà. Avant l'IA, avant l'IA, on utilisait carrément des scripts Bash et des scripts Python pour pouvoir automatiser donc certaines tâches du côté du développeur pour être sûr que aujourd'hui, ce qui a été défini marche très bien. Et donc, du coup, on va parler aussi du lint. Le lint, c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est quand on parle d'optimisation, on parle d'éviter donc le gaspillage. Éviter le gaspillage, aujourd'hui, quand on parle donc d'automatisation, on a parlé de l'automatisation précédemment. Aujourd'hui, pour automatiser, vous allez devoir comprendre le process. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez devoir comprendre, par exemple, OK, d'accord, quand je code une fonction, cette fonction-là fait A plus B égale C. Donc, chaque fois que je lui donne deux chiffres, il doit me retourner donc, la somme de ces deux chiffres-là, et ainsi de suite. Donc, si vous écrivez, donc, en fait, le process, donc, si vous écrivez donc, le script ou bien le script d'automatisation, c'est parce que vous avez compris le process. Et quand vous allez comprendre le process, vous allez vous rendre compte que, par exemple, il y a des sous-activités au niveau donc, de ce processus-là qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire là-bas. Peut-être que quand vous le développez, c'était pertinent, mais au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'en automatisant, vous êtes à tiers. Ce processus-là, il n'a rien à faire ici. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais qui n'a pas de valeur ajoutée. Et donc, du coup, ces processus-là, disons, que je dirais brouillon, ou bien que je dirais en fait parasites, aujourd'hui, en automatisant, vous allez les optimiser. Donc, c'est-à-dire que vous allez les enlever, vous allez les supprimer au niveau même durant votre process, n'est-ce pas, d'automatisation. Et donc, du coup, plus vous allez faire cette approche, n'est-ce pas, d'automatisation, plus vous allez optimiser vos process et plus vous allez gagner en performance, n'est-ce pas? Par exemple, pour vous donner des mémoires, je vais vous donner donc en fait un exemple. Supposons aujourd'hui vous êtes un développeur qui a l'habitude de faire du Python. Bon, c'est ce qui me vient à l'esprit, du Python. Et donc, du coup, vous avez installé un lint. Donc, un lint, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est un programme qui va vous aider à
écrire un code de qualité. Donc, en fait, quand je parle d'un code de qualité, donc respecter, par exemple, le nombre de lignes, le nombre d'instructions sur une fonction, que la fonction retourne toujours une seule information, mais pas deux informations, que les noms des variables soient bien écrits, et ainsi de suite, ce genre de choses. Que vous assurez que vous avez mis des commentaires dans chaque fonction, et ainsi de suite. Et donc, du coup, supposons que vous avez mis un lint. En fait, supposons par exemple, et l'exemple que je vous donne, c'est réel. Moi, j'ai eu à travailler sur un projet où, au début, on utilisait des lints sur nos machines directement. Donc, ces lints-là, en temps réel, lorsqu'on développait ce lint-là, nous faisait donc des lignes rouges et nous faisait des alertes et on corrigeait en temps réel, ce qui était extraordinaire. Arrivé à quelques années plus tard, ou bien quelques mois plus tard, on a mis en place Sonar. En mettant en place Sonar, n'est-ce pas? Après avoir déployé donc nos applications, disons après avoir poussé nos applications donc sur notre repository, le Sonar s'exécutait. Et donc du coup, Sonar faisait exactement la même chose. Et d'ailleurs même beaucoup plus avancé parce qu'on pouvait optimiser Sonar beaucoup plus que le lint qui a été installé donc sur notre machine. Et donc du coup, n'est-ce pas? Quand on a voulu automatiser tout ce travail-là, on s'est rendu compte que on faisait le lint et le Sonar faisaient plus ou moins le même travail, n'est-ce pas? Différemment. Et donc, du coup, en supprimant les lints, par exemple, il fallait choisir entre soit le lint, soit le Sonar, n'est-ce pas, pour éviter qu'il y ait des collisions. Et donc, du coup, on s'était rendu compte que, par exemple, il y a beaucoup de développeurs, surtout les développeurs juniors, qui, par exemple, passaient beaucoup de temps à corriger donc les recommandations du lint sur leur machine avant de pusher, et donc le Sonar faisait le même travail. Et on s'est rendu compte que les deux process, n'est-ce pas, étaient en conflit parce que ce qu'on avait configuré sur le Sonar était différent que ce que le développeur avait configuré sur son lint en interne. Et donc, du coup, il arrivait que parfois, il fait des corrections et que ces corrections-là arrivaient sur le Sonar les rejette parce que tout simplement, il y avait autre chose, un autre niveau de qualité qui a été donc qui a été configuré au niveau donc de Sonar. Et donc, du coup, en automatisant, c'est là où on s'est rendu compte de ce problème-là. Et donc, du coup, cette partie lint-là, donc cette partie automatisation, va nous permettre aujourd'hui de se dire, tiens, est-ce qu'on a besoin des deux? Ça, c'est la première question. Quel est le bénéfice d'avoir les deux? Est-ce qu'aujourd'hui, on supprime l'un ou bien on doit les aligner? N'est-ce pas? Aujourd'hui, si on a un lint qui est correct, est-ce qu'on a besoin du Sonar? Si on a le Sonar, est-ce qu'on a besoin de faire du lint? Et en se posant des questions-là, vous allez vous rendre compte que, n'est-ce pas, vous allez alléger en quelque sorte le lint et le Sonar, par exemple, pour éviter qu'il y ait donc un gâchis de temps ou bien un gâchis donc de performance au sein donc de l'utilisateur ou bien du développeur. Et enfin, on a le measurement. C'est bien beau d'automatiser, c'est bien beau donc de faire des performances, mais après, il faut savoir quantifier les résultats que vous avez. Donc, ça dit quoi? Ça dit qu'aujourd'hui, il faut savoir, après avoir automatisé donc nos scripts, après avoir automatisé donc notre travail, nos déploiements et tout ça, n'est-ce pas? Et après avoir fait des nettoyages, il faut savoir est-ce que aujourd'hui, le résultat escompté est là. Donc, ça dit que est-ce qu'aujourd'hui, on a gagné en performance, on a développé plus rapidement, est-ce qu'on a développé moins rapidement, est-ce qu'on a livré plus rapidement, est-ce que le code est de meilleure qualité, quel est le retour client, est-ce qu'aujourd'hui, les tests IAT que le client fait, est-ce qu'aujourd'hui, il nous retourne moins de bugs ou bien il nous retourne moins de bugs, moins de corrections à faire, et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est pourquoi il est important toujours de mesurer, n'est-ce pas, en fait, son processus, en fait, de mesurer est-ce qu'il y a les améliorations qui ont été faites, par exemple, sur les deux précédents piliers donc, de notre chaîne. Et donc, du coup, ça va nous permettre aujourd'hui d'identifier donc tous les problèmes qu'on peut avoir. Et ces mesures-là, ces mesures ne servent pas seulement au process. Il implique aussi après le déploiement. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, est-ce que notre code, aujourd'hui, le fait, par exemple, de mettre en place, par exemple, je dis n'importe quoi, de mémoire Sonar, et qu'aujourd'hui, notre code est de meilleure qualité, est-ce que cette qualité-là, aujourd'hui, en termes de performance au niveau du serveur, est-ce qu'il n'a pas alourdi, est-ce qu'il a allégé les serveurs, le nombre de requêtes qui se fait sur la base de données, est-ce que c'est pertinent, et ainsi de suite, et tout ça. Et donc, du coup, et ces résultats-là vont nous permettre après de pouvoir
améliorer donc notre processus, de pouvoir revenir donc en fait sur les processus et de les optimiser beaucoup plus, et bien sûr d'encore nettoyer donc en fait tous les processus inutiles, de les améliorer et de les en fait dans un cadre donc de continuité de service et dans un cadre donc d'amélioration continue en fait au sein donc de notre système. Et enfin, on a le S, le partage. Le partage, là, on l'a mis en dernier lieu, mais c'est le plus important. Aujourd'hui, et là, pour vous mettre un peu dans le contexte, supposons aujourd'hui, je suis un développeur dans une entreprise, donc dans un environnement. Et donc, du coup, en étant donc un développeur, j'ai mis en place donc en fait des automatisations, j'ai mis en place des scripts Python, Bash, ou bien même j'ai même créé des agents ou bien des agents Gemini, ou bien des agents copilotes pour pouvoir automatiser certaines fonctions, et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que si je n'ai pas documenté ce que j'ai fait, un autre développeur ne pourra pas l'utiliser, ou bien va l'utiliser un peu plus difficilement. Donc, il y aura donc ce temps de latence, ou bien ce temps de travail, n'est-ce pas, que le développeur, n'est-ce pas, ou bien un autre développeur, n'est-ce pas, va faire pour pouvoir s'adapter donc à ce que vous avez fait. Et donc, du coup, et vu qu'en fait, il aura ce temps d'adaptation, on ne parle plus de ligne, on ne parle plus donc d'optimisation. Vous voyez? Et donc, du coup, le fait de partager va permettre donc aux collaborateurs, n'est-ce pas, d'avoir une vision globale de ce qui a été fait, mais aussi ça va permettre aujourd'hui que toutes les équipes, donc toutes les parties prenantes donc, de votre projet, puissent comprendre ce qui a été fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'opérationnel, il saura que voilà, telle application a été développée en Java avec la version, disons, 25, avec un Spring Boot, j'expliquerai la version de Spring Boot actuellement, 3 par exemple, avec tel plugin, telle fonctionnalité, telle version de Maven, ainsi de suite. Et donc, du coup, en utilisant, donc cette documentation-là, arriver en production, l'opérationnel pourra savoir que, OK, lui, il a besoin d'un serveur qui est de Java 25, de Maven X, de Docker Y, et ainsi de suite. Et donc, du coup, lui, il n'aura même pas besoin, par exemple, chaque fois d'appeler le développeur pour lui dire quelle est la version de Docker que tu as utilisée, quelle est la version de Maven que tu as utilisée. Seulement en lisant la documentation, il a tous les éléments nécessaires pour mettre en place, par exemple, le serveur ou bien l'environnement de production, n'est-ce pas, pour pouvoir aujourd'hui déployer l'application sans qu'il y ait de régression entre donc, le développement et l'opérationnel. Et bien sûr, comme je l'ai dit aussi, même à l'interne, même au sein des équipes de développement, cette communication va permettre aujourd'hui le knowledge sharing. Donc, c'est-à-dire que le fait de partager donc, la connaissance. Il faut comprendre que dans l'esprit DevOps, le développeur n'est pas omnipotent et omniprésent, et qu'aujourd'hui, il est censé évoluer vers d'autres postes, comme des postes de team lead, des postes de technique, ou bien même aller dans une autre entreprise. Et donc, du coup, le fait que le développeur évolue et va vers un autre poste ne doit pas bloquer donc l'entreprise et ne doit pas bloquer aujourd'hui le processus de l'entreprise carrément. Donc, et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est pourquoi le sharing, donc le partage, est extrêmement important. Et donc, du coup, voilà, donc vous allez voir que ces différents piliers-là, donc en fait, le partage, les mesures, donc en fait, la quantification, donc l'optimisation et l'automatisation, eux tous aujourd'hui contribuent à créer donc cette culture-là, donc en fait, à mettre en place donc cette culture d'entreprise, donc cette culture de DevOps, donc ce travail donc collaboratif, donc en automatisant certaines tâches, en créant, en optimisant donc certaines ressources et certaines tâches, en mesurant donc en fait les résultats et en mesurant donc en fait l'amélioration, et bien sûr en partageant l'ensemble des travaux qui sont faits, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on crée donc en fait cet esprit-là, cette culture DevOps-là au sein même de l'entreprise. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on évolue? OK, donc s'il n'y a pas de questions, nous allons maintenant parler du processus DevOps en tant que tel.
Donc, le processus DevOps, c'est quoi? Monsieur Oui, Camara, oui. moi, bien que j'étais là, j'avais effectué un petit déplacement, donc je vous ai pris en marche. Et donc, moi, ma question, en fait, je voudrais d'abord comprendre les vrais concepts définitionnels de DevOps. Si vous pouvez revenir un petit peu pour moi, juste pour la définition, pour m'éclaircir la définition et ses objectifs. Voilà. Donc, en fait, les concepts qui ont été définis donc, au niveau du DevOps, donc je vais juste revenir rapidement. Donc, comme je l'ai dit sur la définition, donc en fait, le DevOps est défini comme l'ensemble donc, des principes, des pratiques, des principes et valeurs culturelles donc, qui permettent aux organisations d'améliorer donc la collaboration entre le développement et l'exploitation, afin de livrer des produits et services plus rapidement, plus fréquemment et de manière plus fiable, tout en apportant une valeur continue au métier. Et donc, je disais donc que dans cette définition-là, je dirais qu'il rejette un peu la vision qu'on a, n'est-ce pas, en fait, du DevOps, parce que tout simplement, très souvent, les gens, la vision qu'ils ont du DevOps, ils ont la vision technique. Donc, il faut développer, il faut coder, il faut déployer, et ainsi de suite. Alors qu'en fait, avant même, n'est-ce pas, qu'on ait donc, en fait, cette vision technique-là, il y a cette vision culturelle. Donc, en fait, c'est une façon de faire. Donc, en fait, le DevOps, il ne se limite pas seulement donc, à des outils techniques, mais c'est un mindset, c'est une façon de voir, c'est une méthodologie de travail donc, au sein de l'entreprise. Au-delà de ça, on parle aussi de collaboration entre le développement et l'opérationnel, d'où le nom DevOps. Et donc, du coup, cette collaboration-là, n'est-ce pas, il permet donc ce que j'appelle donc le mur de la confusion, donc, ce qu'on appelle de façon vraiment donc le mur de la confusion. Donc, c'est-à-dire que le fait d'avoir donc cette façon de faire, cette mindset-là, supprime donc ce mur-là et permet donc aux différentes parties prenantes au sein de l'entreprise, n'est-ce pas, de pouvoir communiquer ensemble et de pouvoir travailler ensemble. Et bien sûr, le résultat, c'est principalement donc qu'il y ait une livraison rapide donc, et fréquente donc, des applications. Quand les équipes s'entendent et quand les équipes travaillent ensemble, le développement est beaucoup plus fluide, la livraison est beaucoup plus fluide, la mise en production est beaucoup plus fluide parce que tout simplement, il n'y aura pas de hook ou bien il n'y aura pas de point de couleur d'étranglement, n'est-ce pas, entre les différentes équipes. Et bien sûr, en fait, si on déploie plus rapidement et si on déploie plus fréquemment, c'est le métier qui est gagnant. Donc, quand je parle de métier, donc c'est-à-dire que soit c'est le client dans l'entreprise, donc si vous êtes un SASI, donc c'est votre client qui est plus content, donc du coup, voilà, il vous donne plus de projets, ou bien si c'est en interne, voilà, c'est le management qui est content, et donc du coup, voilà, en fait, l'entreprise a atteint ses objectifs en termes, donc, de services IT ou bien de services de développement, n'est-ce pas, de façon globale. Et je ne sais pas, est-ce que c'est assez résumé par rapport à votre question? C'est clair, c'est limpide. Merci, monsieur Camara. OK, merci beaucoup. Donc, il y a d'autres questions avant que je passe sur la partie processus. OK, donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons maintenant parler donc de processus DevOps. Quand je parle donc de processus DevOps, donc là, il faut comprendre qu'est-ce qui se fait dans chaque partie. Donc, du coup, lorsqu'on est dans une entreprise, donc, du coup, je prends le cas des SASI, par exemple, donc des sociétés de services informatiques, donc en fait, qui fournissent des services informatiques. Très souvent, on a un client qui vient et qui a un besoin. Donc, quand je parle il a un besoin, il vient, il dit, bon, voilà, je veux une application, un ERP, une application de facturation, de gestion de stock, whatever. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, il y a un besoin qui a été défini. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un besoin qui a été mis en place. Et donc, ce besoin-là, il faut le concevoir. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut le réfléchir, n'est-ce pas? Il faut mettre en place, donc, en fait, des user stories. Il faut mettre en place, donc, en fait, des tâches qui seront données, donc, aux développeurs. Et ces user stories-là, ils seront développés, donc, par une équipe de développement. Et après, bien sûr, l'équipe de développement, il va faire des corrections de bug fixing. Naturellement, pendant le développement, il va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il va corriger, aller-retour, et ainsi de suite. Et donc, bien sûr, l'équipe test, donc dans des entreprises qui sont bien organisées, donc ils ont des équipes, ce qu'on appelle des équipes quality assurance, donc des équipes qualité, assurance qualité. Et donc, ces équipes qualité assurance-là, le travail, c'est de vérifier est-ce que ce qui a été conçu, donc ce qui a été réfléchi, répond à ce qui a été développé. Et donc, du coup, entre ces deux parties-là,
il y aura ce qu'on appelle des allers-retours, ce qu'on appelle du back and forth entre les équipes QA et les équipes développement, pour corriger et pour aligner avec ce qui a été défini. Et donc, du coup, bien sûr, il peut arriver ici aussi que le client intervient, n'est-ce pas? Que le client intervient lui aussi pour faire ce qu'on appelle donc des tests UAT, des tests d'acceptance utilisateur, donc user acceptance test. Et donc, eux, leur travail, c'est de s'assurer que ce qu'ils voulaient, ils l'ont reçu et que bon, voilà, c'est bien fait. Et après ça, donc, lorsque tout ça est fait, on va définir donc ce qu'on appelle le release. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le package qui sera déployé, donc en fait, au niveau donc au niveau donc en fait de la production. Et naturellement, en fait, ce travail-là, il est fait par une équipe, très souvent, les entreprises qui sont en méthodologie Scrum ou bien les entreprises qui utilisent donc le système utile. Donc, ils ont des équipes qui s'appellent IT Delivery, donc en fait, des équipes de livraison. Et donc, eux, ils fournissent donc la release, donc en fait, le package de déploiement, et ce package-là est envoyé donc aux équipes opérationnelles. Après maintenant, ces équipes opérationnelles-là, eux, ils vont déployer donc les changements ou bien ils vont déployer donc en fait tout ce qui est en fait nouvelles fonctionnalités, changements, et ainsi de suite. Après avoir déployé, ils vont naturellement mettre en place ce qu'on appelle donc du monitoring. Donc, ils vont mettre en place des outils pour surveiller, n'est-ce pas, ce qui a été déployé donc en production avec Grafana et tout ça, les CPU, les erreurs 400, les erreurs 500 et tout ça. Et bien sûr, le monitoring pourra aujourd'hui sortir des incidents. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des problèmes sur l'application, il utilise beaucoup de ressources, il utilise beaucoup de mémoire, donc il y a beaucoup d'erreurs 500, n'est-ce pas, l'application n'a pas démarré lundi matin, il a fallu redémarrer le serveur en entier pour qu'il démarre, ce genre de choses-là. Et donc, du coup, il y a l'équipe dans l'équipe opérationnelle, donc ça, c'est l'équipe incident, n'est-ce pas? Et dans l'équipe opérationnelle, n'est-ce pas, il y a aussi ce qu'on appelle l'équipe support. Donc, selon la taille de l'entreprise, il paraît support de level 1 jusqu'à support de level 3. Et donc, du coup, l'équipe support-là, c'est lui qui va analyser en production, n'est-ce pas, quel est le problème qui survient. Donc, ça veut dire que est-ce que, voilà, en fait, c'est lié à un incident, non pas de développement, mais à un incident de production. Est-ce qu'aujourd'hui, l'utilisateur ne s'est pas trompé en cliquant sur un lien qu'il n'aurait pas dû cliquer? Est-ce qu'il a bien utilisé l'application comme il devait l'utiliser, et ainsi de suite. Et maintenant, lorsque par exemple, et bien sûr, en fait, il y a les tickets aussi qui viennent du client, naturellement, à ce niveau-là. Et donc, arrivé à ce moment-là, si maintenant, en fait, les problèmes ou bien les incidents, ou bien les incidents et les problèmes, bon, ça, je vais un peu revenir sur ces deux principes-là. Si les incidents ou bien les problèmes, aujourd'hui, en fait, dépassent le cadre, par exemple, de l'utilisation de tous les jours, n'est-ce pas, le cadre opérationnel, il va revenir au niveau de l'équipe IT Delivery ou bien au niveau de l'équipe développement qui va maintenant corriger, n'est-ce pas, qui va redévelopper, refaire du bug fixing et ainsi de suite jusqu'à revenir en release, n'est-ce pas? Et donc, du coup, vous voyez que c'est un cercle vicieux. Donc, bon, je ne dirais pas que c'est un cercle vicieux, mais c'est un cercle continu. Donc, chaque équipe a un ensemble de tâches qui peut amener à ce que, n'est-ce pas, qu'il il a besoin, n'est-ce pas, de l'équipe, de l'autre équipe pour pouvoir continuer donc son travail. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, il y a un travail, n'est-ce pas, qui doit se faire à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que l'équipe de déploiement doit avoir toutes les informations nécessaires au niveau, donc en fait, du release. Donc, il doit savoir quelle est la version qui doit être déployée, il doit avoir le guide de déploiement, il doit avoir les résultats de tests pour s'assurer que, voilà, en fait, tous les tests ont été faits, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, la date de déploiement, quels sont les prérequis de déploiement et tout ça. Ici aussi, lorsqu'il y a un incident ou bien il y a un problème, donc du coup, il doit y avoir, n'est-ce pas, toutes les informations nécessaires doivent être fournies donc à l'équipe de développement pour qu'il puisse comprendre dans le contexte dans lequel l'incident est arrivé, ou bien le contexte dans lequel le problème est arrivé, pour que lui-même, il puisse pouvoir faire l'analyse et pouvoir faire donc le développement, en fait, corriger si c'est nécessaire, donc au niveau donc du code pour pouvoir développer. Et donc, c'est là où, vous voyez que ici, j'ai parlé de dev et ops. Donc, c'est pas, je parle de dev et ops. Donc, ça veut dire que c'est deux équipes qui travaillent différemment et ils ont donc des points de jonction. Et c'est là où le DevOps intervient.
le DevOps intervient, n'est-ce pas, en unifiant ces deux équipes-là. Donc, ça dit quoi? Ça dit qu'en unifiant ces deux équipes-là, c'est quoi? Donc, ça dit qu'aujourd'hui, il va définir un ensemble de principes, donc comme je l'ai dit, un ensemble de principes, un ensemble de règles, n'est-ce pas, nécessaires pour la communication entre les deux équipes. Donc, ça dit que et le DevOps va travailler essentiellement sur la partie, donc, compiler les informations. Quand je parle de compiler, ce n'est pas compiler le code, mais c'est compiler les informations. Donc, en fait, toutes les informations qui viennent donc, de l'équipe Dev Test, donc de l'équipe opérationnelle, de l'équipe Dev, IT Delivery, puissent être transférées, n'est-ce pas, que tous les documents nécessaires et que toutes les informations nécessaires puissent être transférées au niveau donc, de l'équipe déploiement opérationnel ou bien de l'équipe opérationnelle de façon globale. Et bien sûr, eux aussi, lorsqu'ils ont des incidents ou bien lorsqu'ils ont des problèmes, que par exemple, qu'ils puissent envoyer, n'est-ce pas, les informations donc, en fait, nécessaires. Et vous allez voir qu'ici, à partir de ce moment-là, cette partie-là de partage, n'est-ce pas, donc en fait, il y a un message d'information, il y a les résultats donc, du monitoring, donc tout ce qui est surveillance, et ainsi de suite. Il y a aussi les documents nécessaires, n'est-ce pas, les documents nécessaires au niveau même en fait, de l'échange qui doivent être définis. Et donc, du coup, c'est là où le DevOps intervient en mettant en place donc, des règles qui vont permettre donc, cette communication-là. Et bien sûr, c'est pourquoi vous allez voir, et d'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà vu, donc en fait, on parle donc de boucle infinie. Donc, le boucle, le 8 infini donc, de mathématiques qui a été donc réutilisé donc, au niveau même du DevOps aujourd'hui pour définir donc ce boucle-là où, par exemple, il y a un travail infini entre les différentes équipes. Et donc, à partir de ce moment-là, donc là, c'est la partie, jusque-là, on a parlé donc de déclinaison principe, donc en fait, le DevOps de façon globale et sa déclinaison. Aujourd'hui, nous allons maintenant parler, nous allons maintenant voir sa déclinaison technique. Techniquement, aujourd'hui, comment le DevOps est mis en place? Techniquement parlant, le DevOps est mis en place en utilisant ce qu'on appelle donc le CI/CD. Le CI/CD, n'est-ce pas, il définit donc un ensemble d'étapes ou bien un ensemble de règles qu'on va appliquer techniquement au sein même maintenant la partie technique même du DevOps. Donc, du coup, c'est un ensemble d'étapes, un ensemble de règles ou bien un ensemble d'actions, d'activités qui seront mis en place pour maintenant pouvoir aligner, adapter donc le DevOps donc, à la réalité du terrain. Hein? Donc, du coup, quand on parle donc de CI/CD, on parle donc de Continuous Integration et de Continuous Deployment. Et donc, vous allez voir ici que la partie Continuous Integration, c'est principalement donc la partie Dev, donc qui fait de l'intégration continue, et la Continuous Deployment. Et d'ailleurs, vous allez voir que le D peut signifier des fois deployment, et des fois peut signifier delivery, selon l'étape sur laquelle on est et selon les règles qui sont été définies donc au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, on va se concentrer. Jusque-là, c'est bon? Pas de questions? Mais ça peut aller. De mon côté, c'est bon. OK. C'est bon. OK. Donc, du coup, on va se concentrer sur la partie Continuous Integration. Donc, la partie Continuous Integration, donc, comme je l'ai dit, c'est la partie, disons, de l'équipe IT Delivery. Donc, c'est une pratique donc, de l'équipe de développement logiciel. Et donc là, il définit l'ensemble des tâches que aujourd'hui les développeurs ou bien l'équipe Delivery, bon, moi, j'aime pas trop parler de l'équipe développement. Moi, en fait, on parle de l'équipe Delivery. Vous allez voir qu'en fait, l'équipe Delivery, il y a un sous-équipe développement, il y a un sous-équipe QA, et ainsi de suite. Il y a même un sous-équipe project owner ou bien chef de projet selon l'organisation, n'est-ce pas? Et donc, eux, leur travail, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développeur, n'est-ce pas, il reçoit donc des tâches, donc il reçoit donc en fait des fonctionnalités qu'il doit développer, il va les développer, lorsqu'il termine, il va le mettre donc sur son source de contrôle. Donc, quand on parle de source de contrôle, on parle donc de votre repository, que ce soit Git, et ainsi de suite. Et donc, bien sûr, lorsqu'il reçoit, donc, en fait, il va le builder, on va le tester, on va lancer les tests unitaires, les tests de performance, les tests de régression. Et s'il y a des erreurs, ces erreurs-là, n'est-ce pas, en fait, ils seront report au développeur qui va revenir, qui va refaire ce cycle-là. Ou bien, s'il n'y a pas d'erreur, c'est succès, il va continuer maintenant pour builder
n'est-ce pas, en fait, pour envoyer donc le code qui a été validé, donc en fait en production. Donc ça, c'est un ensemble de tâches, n'est-ce pas, de continuous integration, n'est-ce pas? Et donc du coup, ça c'est fait principalement, donc comme je l'ai dit, par l'équipe IT Delivery. Et donc du coup, lorsque ces tâches-là sont terminées, on va passer donc au continue au CD. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, le CD, on appelle très souvent le continue deployment ou bien le continue delivery. Et quand est-ce qu'on parle de continue deployment et quand est-ce qu'on parle de continue delivery? Vous allez voir donc le continue delivery, c'est donc la livraison continue. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, on va automatiser tout le processus de développement. Donc, ça dit qu'on va faire les tests, les builds, et ainsi de suite. On va faire les tests d'acceptance, les SIT, les UIT, mais on ne déploie pas. Donc, ça dit que lorsque c'est validé, lorsque l'application est validée, n'est-ce pas, on peut dans certaines entreprises, et dans la majeure partie des entreprises, c'est ça, on peut le déployer à ce qu'on appelle un staging. Les staging, ça peut être donc le serveur donc, de développement ou bien le serveur du client, donc en fait, mais qui n'est pas le serveur de production. Donc, soit c'est un serveur en interne ou bien un serveur en externe, mais avec un lien en interne, ou par exemple, il n'y a que un nombre limité de personnes qui accèdent donc à l'application qui a été déployée. Donc, on parle donc de continue delivery. Donc, c'est-à-dire qu'on livre en continu, mais on ne déploie pas. Et donc, si on veut aller en production, à partir de ce moment-là, il y a une intervention humaine. Donc, il y a une intervention manuelle qui se fait. Et bien sûr, on parle aussi de continue deployment. Le continue deployment est très rare parce que tout simplement, le continue deployment, aujourd'hui, c'est le fait de déployer directement en production sur une chaîne automatisée. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que dès qu'il y a le build et que dès que toutes les étapes ont été validées, automatiquement, chaque fois qu'il y a l'acceptance de test est validée, il va en déploiement. Si le déploiement en staging a été validé, il va directement en production, et ainsi de suite. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un problème de sécurité qui se pose, il y a même un problème de régression qui peut se poser. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, on peut déployer donc en fait en production automatiquement, cela veut dire qu'aujourd'hui, on peut se lever un bon jour, la version en production change, n'est-ce pas? Alors que parce que tout simplement un développeur a poussé quelque chose, alors que ça ne doit pas être le cas. Le déploiement en production doit être programmé, doit être contrôlé, n'est-ce pas? Et doit faire ce qu'on appelle donc du change request. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le cap, c'est le change board. Donc, en fait, il y a une équipe donc, de managers, que ce soit toutes les équipes de managers qui se réunissent pour valider que tel changement doit aller en production. À partir de ce moment-là, on va l'amener en production de façon manuelle. Donc, effectivement, on parle de continue delivery et de continue deployment, mais bon, comme je l'ai dit, le continue deployment, vous allez le voir très rarement. Et donc, du coup, on parle plus de continue integration et de continue delivery. Et en production, il y a un déploiement manuel qui est fait. Bon, semi-manuel, quand je parle donc, je dirais semi-manuel, parce qu'en fait, ce qu'on appelle le one-click deploy. Donc, du coup, arrivé ici, il faut qu'il y ait l'intervention humaine pour déployer. Donc là, c'est automatisé, mais quand même, il y a le bouton déploiement qui doit être cliqué par l'utilisateur ou bien par l'équipe opération pour pouvoir déployer donc en production. Et bien sûr, jusque-là, c'est bon? À mon niveau, ça va. Ok, d'accord. Super. Et donc, du coup, quand on parle de DevOps, quand on parle de CI/CD, de mon côté, c'est bon. Oui? On peut continuer. Okay, super. Oui. Et quand on parle de DevOps, Si c'est et bon quand on pour parle tout le de monde. Ok, super. Ok, donc quand on parle de DevOps et quand on parle donc de CI/CD, n'est-ce pas? Il faudrait une méthode de travail. N'est-ce pas? C'est pas seulement donc en fait le DevOps c'est assez large. Donc c'est un concept qui touche beaucoup de choses, mais les équipes peuvent, n'est-ce pas, définir le propre méthodologie de travail. Et certainement vous avez déjà entendu parler donc de la méthodologie agile. Donc c'est la méthodologie agile, donc c'est une approche donc de développement logiciel, n'est-ce pas, qui est basée sur des cycles itératifs. Donc quand on parle de cycles itératifs, c'est quoi? Donc ça dit qu'aujourd'hui vous avez un ensemble de fonctionnalités qui
définissent donc en fait un déploiement ou bien une release bien définie. Donc à la fin du sprint, normalement il y a un ensemble de fonctionnalités qui vont marcher, que lorsqu'on les met sur un serveur, ça va marcher. Et donc du coup, l'application donc en fait est divisée par un ensemble, par un groupe de fonctionnalités, n'est-ce pas, qui doivent être déployées individuellement. Et chaque fois, par exemple, qu'il y a un besoin client, vous réunissez donc les besoins clients là et vous le mettez sur un sprint. Très souvent, c'est 15 jours à 3 semaines selon la taille du sprint, mais très souvent, c'est 15 jours. Et donc, du coup, il y a un développement qui se fait. Vous allez voir que ce développement, il respecte le cycle. Il respecte donc le cycle, en fait, du DevOps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le plan, le design, le build, le test, le review, le launch et automatiquement, on passe automatiquement donc au cycle, au sprint suivant. Donc, dès que vous terminez, vous passez la main. Vous passez la main, en fait, au niveau de déploiement, au niveau donc de l'équipe delivery. C'est continu, mais vous allez voir qu'ici, vous passez la main donc en fait à l'équipe d'opération. Aussi, ils ont un cycle sprint qu'ils vont définir et aussi leur cycle de travail, et ainsi de suite. Ça, c'est la méthodologie qui est la plus utilisée, mais ici, il y a la méthodologie Lean plutôt, et cette méthodologie Lean-là est très utilisée aujourd'hui par les startups, donc en fait les entreprises en fait qui veulent naître. Donc eux, ils ne peuvent pas faire donc le développement continu comme ça parce qu'ils ont de très petites applications. Donc ils ont la méthodologie Lean. Donc la méthodologie Lean, j'en avais parlé un peu du Lean, un peu sur DevOps, c'est la même chose. Donc c'est le fait d'optimiser donc les ressources. Et donc pour une petite entreprise, supposons aujourd'hui vous avez créé votre petite startup qui, je ne sais pas, bon, qui crée donc une application de e-commerce ou bien une application de caisse, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'un POC, donc en fait d'un proof of concept pour lancer donc votre projet. Et donc du coup, vous n'allez pas rentrer donc dans un cercle de sprint infini, mais vous allez plus aller sur un one shot. Donc c'est-à-dire que vous allez créer donc une application le plus minimaliste possible qui enlève toutes les fonctionnalités inutiles et toutes les fonctionnalités non pertinentes. Et donc vous allez vous concentrer donc sur les fonctionnalités, n'est-ce pas? Minimalistes et les plus pertinents pour pouvoir lancer très rapidement donc votre application. Et bien sûr, lorsque l'application est lancée, après vous pouvez revenir donc sur la méthodologie agile pour pouvoir donc définir donc en fait des sprints pour pouvoir ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Et donc c'est les deux méthodologies donc en fait qui sont les plus utilisées aujourd'hui par les équipes de développement pour faire quand ils sont en mode agile selon le moment. Donc, on est en mode Lean très souvent. En fait, lorsqu'on est un startup qui va aller très rapidement donc en production, ou bien on est en mode agile, lorsqu'on est une entreprise qui est déjà bien posée et qu'il y a des fonctionnalités qui arrivent, n'est-ce pas? Presque tous les jours, il y a de nouvelles fonctionnalités qu'il faut ajouter, n'est-ce pas? De façon régulière. Et bien sûr, vous allez voir ici que comment la méthodologie donc agile donc que je dis, comment la méthodologie, on passe de la méthodologie agile donc à la méthodologie donc DevOps, comment il s'intègre donc au DevOps. Vous allez voir ici que par exemple à ce niveau-là donc tout ce qui est pen jusqu'à build, on est donc sur la méthodologie agile. Après et lorsque donc en fait on termine le build, on va aller directement lancer donc le continue donc delivery, donc en fait le continue integration, donc c'est-à-dire qu'en fait jusqu'au release, et bien sûr après on est sur le continue delivery, où par exemple on ne fait pas le déploiement, et bien sûr arrivé ici, on peut refaire le cercle, donc c'est-à-dire qu'on va revenir donc sur le plan et on revient, et bien sûr les équipes DevOps, eux, ils vont continuer sur la méthodologie, sur le déploiement, les opérationnels, et ainsi de suite. Donc du coup, la collaboration, vous voyez ici que la collaboration va se faire à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que c'est à ce niveau-là que, par exemple, les équipes de développement ont terminé leur travail. Bien sûr, ils donnent toute la documentation et tout ce dont ils ont besoin donc, aux autres équipes. Et donc, eux, ils vont revenir donc, sur un nouveau cycle donc, de travail. C'est bon jusque-là, pas de questions? Oui, ça va. C'est bon. Et pour les autres, c'est bon? Ok, d'accord. Donc maintenant, on va parler maintenant de ce qu'on appelle DevOps Ready. Moi, ce que je parle donc de DevOps Ready, c'est les concepts de développement. Cette méthodologie-là, je ne le mettais pas en place très souvent donc, dans ce webinaire-là parce que très souvent, en fait,
Voilà, en fait, j'ai ajouté ça tout récemment, n'est-ce pas? Et donc, en fait, le concept d'application ready, de DevOps ready, s'il y a la méthodologie donc, des 12 facteurs. La méthodologie des 12 facteurs, donc, c'est un ensemble de principes, n'est-ce pas? C'est un ensemble de principes fondamentaux que aujourd'hui le développeur d'application ou bien l'ingénieur DevOps doit respecter pour mettre en place une application, n'est-ce pas? SaaS dans l'approche DevOps. Aujourd'hui, il faut comprendre un truc, c'est que lorsqu'on parle donc aujourd'hui de cloud, lorsqu'on parle de DevOps, lorsqu'on parle de SaaS, de IaaS ou bien de PaaS, tous ils vont de pair. Donc, c'est-à-dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle donc d'applications cloud natives, donc des applications qui sont faites pour marcher dans le cloud, n'est-ce pas? Ces applications-là doivent respecter donc les principes du DevOps pour pouvoir marcher. Donc, c'est-à-dire que le principe d'automatisation donc des tâches. Parce que lorsqu'on est dans le cloud, il y a moins d'interaction humaine. Donc, en fait, l'automatisation est primordiale. Et bien sûr, les 12 facteurs app, donc ce qu'on appelle les 12 facteurs app, contribuent à expliquer comment vous devez développer une application pour qu'il respecte donc ce principe-là. Et bien sûr, on a les 12 facteurs. Donc, bien sûr, le premier facteur, c'est le code base, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça ne sert à rien pour une même application d'avoir le même code en fait, dans différentes sources. Donc, en fait, vous devez avoir donc, le même code, n'est-ce pas, sur une seule source. Donc, en fait, que ce soit sur Git, sur SVN ou bien whatever, Bitbucket, et ainsi de suite. Mais vous devez avoir donc, votre code source donc, sur le même environnement. Les dépendances doivent être déclarées et définies très clairement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez avoir toutes les dépendances nécessaires à l'application qui sont définies dans un fichier de configuration. Aujourd'hui, si vous faites du Python, par exemple, il y a le fichier requirement, donc sur lequel vous allez mettre toutes les dépendances nécessaires, n'est-ce pas? Si vous faites du Java, il y a le fichier pom.xml avec Spring Boot. Vous avez le fichier pom.xml dans lequel on a donc toutes les dépendances nécessaires pour pouvoir faire, n'est-ce pas, en fait, les dépendances. Pourquoi c'est important? Parce que ça va permettre aujourd'hui que lorsque l'application, n'est-ce pas, on le récupère, quelqu'un n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'aller chercher quelles sont les dépendances. Il va lancer, il va avoir une erreur, il va dire, ah tiens, je vais regarder la documentation, ah tiens, je dois installer telle chose. Non, normalement, avec une seule ligne de commande, n'est-ce pas, avec Maven Clean, Maven Package, n'est-ce pas, tous les dépendances sont installées pour Java, ou bien avec npm install, pip install, ou bien npm install, toutes les dépendances donc, sont installées automatiquement. Tout ce dont il a besoin pour que l'application marche sont installées. Troisième concept, les configs. Il faut pas écrire en dur, n'est-ce pas, les configurations, donc tout ce qui est mot de passe, tout ce qui est token, tout ce qui est clé d'API, tout ce qui est username, par exemple, lien vers les bases de données, et ainsi de suite, ne doit pas être en dur dans le code. Il doit être dans un fichier de config. Et ce fichier de config-là, n'est-ce pas, doit être modifiable et exportable. Idéalement, en fait, les configurations doivent pouvoir être gérées par ce qu'on appelle donc des variables d'environnement. Et donc, du coup, le code indépendamment pourra marcher indépendamment d'un environnement à l'autre. Il suffit juste de modifier donc les variables d'environnement pour qu'ils puissent s'adapter donc à votre environnement, n'est-ce pas? Et le backend service, c'est quoi? Donc, c'est ce qu'on appelle donc des services externes, n'est-ce pas? Donc, du coup, il ne faut pas hardcoder ou bien il ne faut pas configurer directement. Par exemple, supposons aujourd'hui, vous avez une application de mémoire, supposons on a une application météo qui va taper donc sur l'API donc de la météo nationale ou bien donc une API météo en fait publique. Et donc du coup, on ne doit pas hardcoder, n'est-ce pas, en fait, les services directement dans le code, mais on doit les traiter comme des ressources attachées. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on doit pouvoir distinguer, n'est-ce pas, que l'API est un API externe à part et que notre code est à part. Donc, du coup, ça va permettre aujourd'hui, si demain vous voulez modifier donc l'API, ou bien si demain vous voulez, en fait, l'API que vous avez utilisé a changé de lien, bien à changer donc de configuration, vous n'avez pas à réécrire tout le code, vous avez juste à redéfinir, à recréer donc en fait le contrat d'API entre les deux applications. Donc le 5, le build, release et le run. Aujourd'hui, en fait, il doit être très clair, donc on en a parlé un peu sur le DevOps avant.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on doit pouvoir séparer, et on doit définir très clairement, n'est-ce pas, les différentes étapes de déploiement. Aujourd'hui, si vous avez une application, supposons on prend une application Java qui doit être buildée, qui doit être compilée, n'est-ce pas, on doit définir l'étape de compilation de façon très claire, l'étape de packaging, donc c'est-à-dire qu'en fait, de génération donc, du fichier jar, par exemple, de façon très claire, ou bien de l'image Docker de façon très claire. Et bien sûr, on doit définir l'étape d'exécution de façon très claire. Donc, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'arrêter par en étape du build pour aller faire autre chose et revenir et pouvoir faire le release sans pour autant avoir à refaire le build, n'est-ce pas? Ou bien on doit pouvoir faire le build et le release et pouvoir faire le run sans pour autant avoir besoin de refaire tous les 3 étapes. Donc, ça dit qu'en fait, on doit avoir, ces étapes-là doivent être tellement définies de façon très claire pour permettre qu'il y ait une indépendance donc, entre les différentes étapes. Les applications cloud natives doivent être stateless. Quand on parle de stateless, doivent être sans état. Ça, je vais un peu m'arrêter un peu sur ça. Quand on parle donc d'une application sans état, donc c'est une application qui s'adapte dans tous les environnements. Aujourd'hui, vous avez une application Java. Cette application, aujourd'hui, vous devez pouvoir l'exécuter dans votre environnement, dans votre serveur personnel, n'est-ce pas, et utiliser la même image et l'exécuter donc directement en production, sans pour autant que des informations donc du développement, de l'environnement de développement puissent impacter ou bien puissent aller au niveau donc de l'environnement donc de production. Donc, ils doivent être sans état. Et donc, vous allez voir que c'est à partir de ce moment-là que les informations en haut sont importantes. Donc, tout ce qui est dépendance, tout ce qui est config et backend service sont importants parce qu'à partir de ce moment-là, en les séparant, donc ça dit qu'on peut le configurer dans un environnement différent, mais votre application, lui, ne garde aucune information, aucune configuration donc, de l'environnement sur lequel il a été déployé. Le port binding. Le port binding, c'est quoi? Donc, ça, c'est des aspects de sécurité. Aujourd'hui, évitez d'exposer, par exemple, si vous avez une application qui démarre sur le port 5000, ne pas donner directement donc, à votre client. 112.10.5.23.2.5000. Non, ne pas lui donner directement le port de l'application. Il faut toujours faire ce qu'on appelle donc du port binding. Donc, en faisant des port binding, c'est quoi? C'est-à-dire que mettre en place donc un serveur web. Donc, quand on parle de serveur, on parle de serveur Apache ou bien de serveur Nginx, n'est-ce pas? Et où le client donc ou bien donc en fait vos utilisateurs finaux n'auront pas besoin d'avoir donc le port sur lequel vous avez démarré donc votre application. Et donc, du coup, pour des raisons de sécurité, donc, du coup, ils ne pourront pas accéder directement donc, à l'application. Donc, vous allez mettre un reverse proxy ou bien mettre en place donc, un engine ou bien un Apache qui va donc isoler votre application donc, de l'extérieur. Les applications doivent être déployées de façon concurrentielle. Quand on parle donc de l'application déployée de façon concurrentielle, donc ça veut dire que l'application doit être déployée ou bien doit être développée pour permettre à ce que demain, s'il y a de la scalabilité, donc s'il y a aujourd'hui en fait un nombre de clients importants qui doivent se connecter, n'est-ce pas, que l'application puisse aujourd'hui évoluer rapidement. Donc, ça veut dire qu'on parle donc de haute disponibilité à partir de ce niveau-là. On parle aujourd'hui de pouvoir dupliquer l'application pour pouvoir mettre en place donc en fait des process scalables donc pour nos clients. Et ceci rejoint donc le point 9, la disponibilité, n'est-ce pas? Donc, du coup, quand on parle de disponibilité, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, votre client doit pouvoir accéder donc à votre application. Si vous avez une application de e-commerce, n'est-ce pas, il doit pouvoir accéder à l'application 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, du coup, s'il y a un temps d'indisponibilité, que vous puissiez rapidement redémarrer l'application et qu'il y ait un downtime minimum pour que le client ne puisse même pas ressentir qu'il y a un problème donc, au niveau donc, de votre application. Vous allez voir que le point 8 et le point 9 semblent être la même chose, mais ils sont différents. Le point 8, c'est essentiellement, par exemple, supposons que vous avez une application de e-commerce et que c'est le Black Friday.
Donc, le Black Friday à 8 h ou bien à midi, tout le monde se connecte directement donc, sur l'application, que votre application puisse gérer donc ce charge-là, n'est-ce pas, puisse gérer donc en fait le charge de trafic, n'est-ce pas, qu'il reçoit. Et la disponibilité, c'est essentiellement pendant qu'il y ait un panne, que vous puissiez avoir fait de continuité de service. Donc, ça veut dire que l'application puisse être disponible, n'est-ce pas, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, ou bien selon les SLA que vous avez définis. Le dev et le prod parity. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette partie-là, donc, ça rejoint un peu ce dont on avait dit auparavant. Aujourd'hui, une application doit fonctionner de la même manière dans un environnement de dev que dans un environnement de production. Pourquoi? Supposons aujourd'hui, on avait parlé donc qu'il y a un incident ou bien il y a un problème en production. Pour que le développeur puisse reproduire le problème, il faut qu'il redéploie l'application en dev. Et maintenant, si l'application en dev est différente de celui qui est en prod, ça va biaiser, n'est-ce pas, ça va biaiser un peu ce qui s'est passé donc en fait au niveau donc de la production. Donc votre application, vous devez le configurer de telle sorte à ce que qu'il soit reproductible, qu'il y ait une parité, qu'il soit isoprod ou bien isodev, n'est-ce pas, pour que vous puissiez reproduire donc en fait les bugs et les problèmes. Et naturellement, pour qu'il soit paritaire, donc il faut respecter donc en fait la partie dépendance config backend service. Donc ça veut dire qu'en fait il faut respecter donc ces points-là pour pouvoir séparer, n'est-ce pas, en fait la partie configuration donc du partie code en tant que tel. Naturellement, il faut qu'il y ait des logs, parce que les logs vont vous permettre de pouvoir comprendre ce qui s'est passé donc au sein de votre application. Ils vont permettre de tracer les applications. Et bien sûr, si vous êtes dans un environnement réglementaire, donc dans une entreprise financière, comme par exemple les banques, les microfinances, les fintech. Aujourd'hui, la BCAO, par exemple, au sein du Sénégal, la BCAO ou bien en fait la COBA, ce que la commission bancaire exige, par exemple, qu'il y ait donc la traçabilité donc des activités qui ont été faites donc au sein donc des applications. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas dans une entreprise financière, même si vous dans les entreprises normaux, aujourd'hui, les commissaires aux comptes, donc les entreprises avec CA, donc conseil d'administration, donc il y a des commissaires aux comptes donc, qui viennent chaque année. Les commissaires aux comptes vont vérifier que, par exemple, vos applications donc, de comptabilité, que ça ou du siège, ont des logs et que ces logs-là, n'est-ce pas, peuvent leur permettre eux, de vérifier est-ce que les comptes n'ont pas été manipulés ou bien n'ont pas été biaisés, n'est-ce pas, pour pouvoir frauder ou bien pour pouvoir, disons, changer donc en fait les comptes. Et naturellement, donc en fait, quand on développe une application, il faut toujours développer une interface d'administration. Pourquoi développer une interface d'administration? Ça va permettre aujourd'hui que, par exemple, que les tâches, que certaines tâches d'administration donc de l'application puissent être définies, donc puissent être configurées, qui créent des utilisateurs, créer des produits, et ainsi de suite, puissent être mis en place donc en fait, puisse être mis fait directement donc par un administrateur et qu'on n'ait pas besoin de créer, de développer chaque fois qu'on a besoin donc de mettre en place donc en fait une nouvelle fonctionnalité, comme par exemple créer un utilisateur, créer un produit, créer un compte, ce genre de choses-là. Donc du coup, pour les 12 facteurs, je pense que j'ai été très rapide, mais c'est juste pour vous donner un peu les notions donc des 12 facteurs. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va évoluer parce qu'on n'avait qu'une heure de temps. Bon, là, je commence à dépasser. Donc, en fait, il y a aussi le concept, oui. Moi, de mon côté, c'est bon, monsieur Camara. Ok, merci. Ok, maintenant, il y a aussi la notion de microservice. Les notions de microservice, c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, à l'époque, en tout cas, développer donc une application faisait qu'on avait besoin de faire, de développer, supposons, je donne toujours l'exemple donc des e-commerce. Donc, les e-commerce, par exemple, on avait besoin très souvent, donc en fait, on installe une seule application qui fait tout, qui fait le panier, qui fait les clients, qui gère les stocks, qui gère beaucoup de choses. Et donc, du coup, quand l'application a un problème,
c'est tous les services qui sont down. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le stock a un problème, c'est toutes les applications qui sont, c'est l'application en entier qui est down, donc qui est carrément out of service. Et donc, du coup, la notion de microservice a été introduite, bon, je ne me rappelle plus de l'année, mais il a été introduit par exemple par Netflix après un gros incident, n'est-ce pas? Netflix, donc sur leur première version, ils avaient un très gros incident. Et donc, du coup, quand, par exemple, à certains horaires, quand il y a beaucoup de gens qui sont connectés donc, sur leur application pour regarder des films, et donc l'application était carrément down, parce que tout simplement, en fait, ils n'avaient pas séparé donc, en fait, les services. Et donc, eux-mêmes, ils ont commencé à concevoir donc, cette notion donc, de microservices. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui vont développer des microservices avec Java, la majeure partie donc, des plugins Java qu'ils vont utiliser, donc vous allez voir donc, en fait, Netflix dessus, parce que c'est eux qui ont commencé donc, à développer, donc, qui ont vulgarisé en tout cas cette notion donc, de microservice. Et donc, c'est quoi cette notion de microservice? Cette notion de microservice, c'est que les applications sont découplées. Donc, quand on parle d'applications découplées, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on aura une application qui va faire exactement une seule chose. Je redonne donc mon exemple sur le e-commerce. On a une application qui va gérer que les stocks, n'est-ce pas? Donc, il ne fait pas autre chose. Il y a une autre application qui va gérer que le panier. Il y a une autre application qui va gérer que les produits, ainsi de suite, ainsi de suite. De telle sorte à ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, s'il y a un problème, par exemple, supposons avec le panier, il y a le panier qui sera indisponible, mais ça ne va pas empêcher au client d'accéder au site web et de pouvoir, par exemple, visualiser, par exemple, les produits, ainsi de suite, ce genre de choses-là. Et donc, du coup, chaque application est indépendante. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'application de gestion des stocks peut fonctionner indépendamment, en fait, par rapport au reste de l'application. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez gérer les stocks indépendamment, la lancer avec son propre code. Aujourd'hui, vous pouvez développer l'application de gestion de stock avec du Python, même du Python 2 si vous voulez, ou bien du Python 3 si vous voulez. Il a sa propre base de données, il sera déployé indépendamment. Des fois même, il y a des entreprises où c'est une équipe de développement à part qui gère, par exemple, ce service-là. Et bien sûr, par exemple, le service, par exemple, supposons panier, il est développé par une autre équipe indépendante et qui ne travaille pas ensemble. Et ensemble, et ces applications-là vont communiquer via par exemple, des API. Et ça peut être des API RESTful, très souvent, mais on peut aussi parler donc de JRPC, donc de JSON RPC, donc que les gens utilisent beaucoup aussi, ou bien par exemple par système de messaging, par RabbitMQ, Kafka, et ainsi de suite, par des systèmes de messaging internes, n'est-ce pas, où les applications vont communiquer selon un contrat d'API ensemble. Et chaque application, n'est-ce pas, a sa propre évolutivité, donc à sa propre scalabilité. Je donne un exemple. Supposons aujourd'hui, je vais sortir un peu du cadre de e-commerce. Par exemple, supposons on a un système de paiement. Aujourd'hui qu'on a, supposons aujourd'hui mon système de paiement, donc il y a la gestion des clients, il y a la gestion donc en fait avec Wari, excusez-moi pas Wari, en fait Wave, il y a la gestion avec Free Money, il y a la gestion avec Wave, et ainsi de suite. N'est-ce pas? C'est des services différents. Si aujourd'hui, par exemple, je dis n'importe quoi, un des opérateurs tombe en panne, il ne va pas impacter les autres, tout simplement parce que c'est des environnements différents. Si un des opérateurs est utilisé plus que l'autre, n'est-ce pas, ça ne va pas impacter les autres. Donc, lui, il pourra évoluer et escaler indépendamment donc des autres parce qu'il est plus utilisé. Par exemple, supposons, bon, je ne vais pas donner de nom, supposons que l'opérateur A, n'est-ce pas, est plus utilisé que l'opérateur B. Donc, du coup, on va augmenter les ressources sur le serveur de l'opérateur A, n'est-ce pas, et on va diminuer les ressources sur le serveur de l'opérateur B parce que tout simplement, l'opérateur A est beaucoup plus utilisé. Comme je l'ai dit, comme que c'est découplé, chaque service peut être déployé, peut être développé sur son environnement indépendant. Donc, vous pouvez voir donc, une application, n'est-ce pas, où une partie est développée en Node.js, l'autre est développé en Python, l'autre est développé en Java, l'autre est développé en Go, et ainsi de suite. Et ils sont indépendants. Eux, ce qui les intéresse, c'est juste qu'ils aient leur système de communication via API. Et bien sûr, lorsqu'il y a cette séparation-là, il faut pouvoir monitorer. Il faut vraiment beaucoup monitorer. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut vérifier que chacun fait son travail. Donc, c'est-à-dire que chaque service, n'est-ce pas,
envoie l'information qu'il envoie et reçoit l'information qu'il est censé recevoir, sinon ça ne marche pas. Donc, il y a beaucoup de monitoring à mettre en place. Et bien sûr, vu qu'il y a une séparation, il faut faire du DevOps, il faut automatiser. Et quand on parle d'automatisation, on parle donc de containerisation avec Docker, on parle de Kubernetes pour la partie scalabilité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voyez donc que cette notion donc de microservices implique beaucoup de travail et bien sûr, ça va toujours en ligne avec la partie donc DevOps. Et tout ça, comment ils se réunissent? Donc, ça dit qu'en fait, on a parlé des 12 facteurs app, donc en fait, qui est une base unique, des configurations isolées, le build de release séparé. On a les microservices, donc des services autonomes, des API légères, des scalabilités ciblées. Donc, ça dit qu'on peut scaler un service et laisser l'autre, ainsi de suite. Et tout ça, ils vont se réunir, n'est-ce pas? On a parlé aussi de DevOps, donc en fait, tout ce qui est automatisation, containerisation, ainsi de suite. Et donc, du coup, tout ça, ils ont pour objectif de l'agilité et la résilience de l'application. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que tous ces concepts-là se réunissent entre eux et tous ces concepts-là, en se réunissant entre eux, n'est-ce pas, ils ont un seul objectif, permettre à ce que l'application puisse être agile et que l'application puisse être résiliente. Donc, ça veut dire que agile, donc pouvoir évoluer rapidement, puisse être résilient, donc ça veut dire que puisse être sécure, puisse être fort, puisse évoluer de façon en fait sécurisée. Et donc, du coup, tous ces concepts-là qu'on a vus depuis tout à l'heure, n'est-ce pas, amènent à ça. Et donc, le DevOps amène à l'agilité et à la résilience donc, des applications. C'est bon, avant que la dernière partie, avant qu'on aille sur la dernière partie, bon, je vais essayer de faire très vite parce qu'on a un peu dépassé l'heure. S'il n'y a pas de questions, donc on va partir donc. Comment devenir DevOps? Pour devenir DevOps, il y a plusieurs chemins. Soit vous êtes d'abord un développeur donc natif, donc vous êtes un développeur de formation ou bien un développeur de fonction ou bien par expérience. Et donc ce développeur par expérience, n'est-ce pas, il va capitaliser donc sur son expérience, n'est-ce pas, sur son expérience en développement et bien sûr, il aura besoin donc de récupérer en quelque sorte en fait il va bien sûr aura besoin après d'aller se familiariser à tout ce qui est donc l'exploitation, à tout ce qui est donc la gestion des serveurs et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et bien sûr, il va aider donc dans une équipe DevOps, il va aider principalement donc en fait il est développeur, il va aider sur le développement, mais ici il va aider donc à tout ce qui est automatisation. Donc du coup, comme il est déjà le développeur, il est beaucoup plus à l'aise à écrire des scripts d'automatisation, à écrire des tests, à mettre en place donc en fait de la documentation pour le déploiement et ainsi de suite. Ou bien on est l'opération. Donc opération veut dire quoi? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec des serveurs, qui était très à l'aise avec le support et ainsi de suite. Et donc du coup, son travail sera essentiellement aujourd'hui de documenter donc la partie exploitation et aussi de permettre donc l'automatisation donc de cette partie-là exploitation, tout en aidant donc les développeurs à mieux comprendre donc en fait la production, comment il fonctionne, quels sont les éléments qui sont dans la production et ainsi de suite. Et depuis quelques années, je vois de plus en plus donc d'ingénieurs qui ont été formés. Parce que là, les deux, les devs et les ops, donc ça, c'était en fait natif. Donc, c'est-à-dire que soit à l'époque, soit on avait on était développeur quand on sort de l'école, soit on était opérationnel. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on était plus réseau, on était plus serveur, n'est-ce pas? Mais je vois de plus en plus aujourd'hui que les jeunes sortent de l'école avec donc en fait des profils DevOps. Donc, c'est-à-dire que c'est des profils où on vous apprend automatiquement à comprendre, n'est-ce pas, en fait, les notions d'automatisation, des notions générales sur tout ce qui est pipeline CI/CD, de tout ce qui est donc en fait les plateformes techniques, Jenkins, GitLab CI, et ainsi de suite. Alors qu'en fait, ce n'était pas le cas vraiment de ces personnes-là qui ont dû s'adapter directement donc en fait à cet environnement-là. Et donc du coup, voilà donc les différents rôles qu'on trouve. Et donc du coup, tout le monde peut évoluer vers DevOps. Hein? Tout le monde peut évoluer vers un environnement DevOps, vers un environnement donc en fait où en fait toutes ces fonctionnalités là
se rejoignent selon donc son profil. Mais comme je l'ai dit, on voit de plus en plus quand même de personnes qui, dès la sortie de l'école, ont déjà en fait les éléments de base, n'est-ce pas, sans pour autant être très développement ou bien sans pour autant être très opérationnel, mais qui ont donc les éléments de base pour pouvoir, par exemple, exécuter donc ce travail de DevOps. Et donc, du coup, donc là, je vais rapidement résumer cette partie-là. Et donc, le coup, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, comme ce que je disais, donc le développeur, il est très bon en programmation. Et naturellement, comme il est bon en programmation, il doit évoluer vers d'autres fonctionnalités. Donc, en fait, tout ce qui est administration système. Donc, comprendre comment les serveurs fonctionnent, comment gérer les serveurs, comprendre tout ce qui est donc containerisation, tout ce qui est réseau, tout ce qui est donc infrastructure as a code, donc en fait, comment déployer donc des infrastructures, comprendre donc tout ce qui est CI/CD et comprendre tout ce qui est monitoring. Et vous allez voir donc aussi de l'autre côté, donc les opérationnels qui sont déjà à l'aise donc sur cette partie-là, donc qui sont déjà à l'aise donc sur la partie monitoring, qui doivent maintenant eux aussi travailler donc pour aller donc vers donc le développement pour mieux comprendre en fait comment les développeurs fonctionnent. Et tout ça aujourd'hui, on a donc ce qu'on appelle l'environnement cloud. Aujourd'hui, tout ça là, on le fait dans un environnement. Et donc, cet environnement, ça peut être un serveur sur votre machine ou bien, en fait, dans vos locaux, ou bien un environnement cloud. Donc, ça veut dire que comprendre les environnements cloud, donc comprendre comment fonctionne le cloud de façon globale, AWS, Azure, Google, etc. Il y en a plein. Il y en a, bon, ça, c'est les trois plus grands, mais il y en a d'autres, comme Heroku, comme Digital Ocean, et ainsi de suite, qui font aussi de bonnes choses. Et donc, comment appliquer donc tout ça là au niveau donc de ces environnements-là. Et donc, du coup, les compétences. Donc, ici, les compétences, il y en a plein. Donc, vous voyez ici que sur ce tableau-là, vous allez voir que vous avez beaucoup d'outils, beaucoup d'outils à maîtriser. Mais comme je l'ai dit très souvent, vous n'avez pas besoin de maîtriser tous ces outils-là, n'est-ce pas? Très souvent, vous avez besoin de maîtriser, en fait, maximum 5 ou 6 outils qui sont les plus utilisés. Et cela dépend de l'environnement sur lequel tu es. Si l'entreprise, aujourd'hui, par exemple, il est beaucoup plus open source, par exemple, il va moins utiliser, par exemple, je ne sais pas, il va moins utiliser, par exemple, Packer que, par exemple, utiliser, par exemple, Docker. Par exemple, si l'entreprise est plus une entreprise, disons, qui aime les solutions payantes, par exemple, il va aller plus sur du Bitbucket, sur du Jira, que par exemple GitLab ou bien GitHub, n'est-ce pas? Et bien sûr, ici, il y a des outils aujourd'hui ici aussi qui ne sont pas assez aboutis, mais il y en a d'autres qui sont très aboutis. Donc, du coup, il y a un ensemble de catégories ici. Donc, en fait, les catégories donc qu'il faut maîtriser. Mais bon, on n'a pas besoin de maîtriser tout ça pour pouvoir faire un ingénieur DevOps, mais juste le minimum qui va sur 3 ou 4 applications de façon sont largement suffisants, n'est-ce pas, pour faire donc le travail de DevOps. Par exemple, sur le bootcamp DevOps, nous allons utiliser donc en fait GitLab, avec GitLab CI. Nous allons utiliser un peu de Jenkins, nous allons utiliser du Docker et du Kubernetes, n'est-ce pas, et Grafana, n'est-ce pas, pour faire du monitoring. C'est largement suffisant ce qu'on va utiliser. Et parfois, pour tester le déploiement, on va utiliser donc Digital Ocean ou bien AWS pour montrer donc le déploiement. Donc, ça fait maximum 4 ou 5 outils qu'on utilise. Donc, on n'a pas besoin de connaître un peu tous ces outils-là. Donc, comme je le disais, donc en fait, selon les entreprises, en fait, on n'a pas besoin d'avoir tous ces outils-là, mais on peut les réduire le maximum possible. Et même ça, c'est encore beaucoup. Donc, du coup, on peut beaucoup les réduire. Et pour vous donner un exemple, par exemple, le minimum que moi, je recommande très souvent, n'est-ce pas, pour un ingénieur DevOps, donc c'est déjà la partie programmation, n'est-ce pas? Il y a les deux langages de programmation quand même que je recommande que les gens puissent maîtriser, l'un ou l'autre, Python et Go. Donc, pourquoi? Parce que c'est les deux langages de programmation que vous allez le plus rencontrer, donc, en fait, dans les outils de DevOps et dans les cours de DevOps, mais aussi, en fait, pour tout ce qui est scripting. Donc, ils sont les applications les langages de programmation les plus utilisés. Mais il y a aussi, donc, du coup, si vous êtes dans une entreprise, comme par exemple, moi, l'entreprise dans laquelle je suis, on utilise beaucoup Java. Donc, du coup, je suis obligé aussi d'être à l'aise sur du Java avec Spring Boot
pour pouvoir, par exemple, automatiser certaines tâches. Côté gestion de serveur sysadmin, moi, comme je l'ai dit, hein, ici, je ne réfléchis pas beaucoup, c'est du Linux. Il faut maîtriser du Linux. Ça, c'est une obligation. Maintenant, après, je vois de plus en plus des gens qui font du développement sur du Windows Server. Mais bon, voilà, bon, moi, je ne le fais pas. Donc, du coup, je ne vois pas vraiment l'utilité. Mais sur du Linux, c'est vraiment obligatoire. Donc, même si vous êtes dans un environnement Windows, vous allez vous rendre compte que, par exemple, si vous utilisez du Docker ou bien si vous utilisez du Kubernetes, vous allez revenir sur des commandes Linux pour pouvoir le gérer. Bien sûr, donc tout ce qui est virtualisation et containerisation, donc Docker, Kubernetes, maîtriser tout ce qui est hyperviseur comme par exemple Proxmox, Vagrant, VirtualBox pour vos environnements de développement, pour vos environnements on-premise, par exemple, c'est intéressant. Faire du IAC avec Ansible Terraform, c'est un plus, c'est pas obligatoire. Moi, très souvent, donc, dans le cours, on va pas parler de IAC, mais on va plus parler donc de... Bon, en fait, j'en parle de façon ramassée. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, en fait, l'automatisation donc des infrastructures, c'est pas tout le monde qui le fait, mais ça peut être intéressant des fois, en fait, de faire de l'automatisation des infrastructures, surtout si vous êtes donc en fait une entreprise de service où vous devez fournir donc en fait des serveurs à vos clients, ça peut être intéressant. Donc tout ce qui est CI/CD, donc il y a Jenkins. Moi personnellement, j'adore Jenkins parce qu'il est complet. Mais il y a une contrainte, c'est qu'il faut avoir un serveur pour l'installer. Donc, il faut l'installer, il faut le configurer. Et donc, il y a cette limitation-là. Et donc, du coup, il y a GitLab CI ou bien GitHub Action qui sont donc on-prem, en fait, qui ont le méthodologie cloud. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que voilà, là-bas, on n'a pas besoin d'installer. Donc, du coup, on peut aller directement automatiser donc notre code directement sur l'environnement A1. Et tout ce qui est monitoring et log, gestion de log, il y a Grafana, il y a Prometheus, il y a ELK. Donc, du coup, pour tout ce qui est donc en fait monitoring, tout ce qui est visualisation de log, et ainsi de suite. Et bon, pour le cloud, naturellement, c'est AWS. Hein. C'est le plus connu, mais il y a aussi GCP et Azure. Et donc, du coup, moi, ce que je dis très souvent ici, c'est que apprenez l'un et vous allez voir que les autres, ils sont dans le même concept. Hein. Donc, c'est seulement les vocabulaires qui changent, mais c'est les mêmes choses. Hein. C'est des unités de calcul, c'est des unités de stockage, c'est des process d'automatisation, ainsi de suite. C'est juste les noms qui changent, mais c'est le même principe, en tout cas, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment de différence ici. Donc, en gros, c'est un peu ça. Pour moi, donc, j'ai pris plus de temps que j'avais prévu donc, pour le webinaire là. Et j'espère que ça a été intéressant pour vous. Et ça peut vous motiver donc à vous inscrire donc à ce bootcamp DevOps là pour en fait pour les jours à venir. Je sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Donc on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions avant de conclure. Bonsoir, Monsieur Camara. Alors oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, ma question, c'est en fait, moi, je suis administrateur réseau, je suis aussi formateur. Je suis certifié aussi de CCNA 203-101 et d'autres certifications aussi. Voilà, donc, moi, je dis, quels sont les conseils que vous pouvez me donner par rapport à ça? C'est-à-dire qui va me permettre au moins, c'est-à-dire que d'utiliser est-ce que vous pouvez me dire ici dans ce que j'ai appris là, par exemple, dans le domaine des réseaux ou encore sécurité, est-ce que dans ça, j'ai des prérequis qui vont me permettre, n'est-ce pas, de bien suivre aussi DevOps? Parce que là, je n'ai aucune idée sur la programmation. Effectivement, ça c'est une très bonne question parce que donc là vous avez certainement vu en fait sur ce cours-là en bas, vous avez vu qu'en fait c'était un cours, je sais pas là, et là vous voyez ici en bas. En fait c'était un cours que j'ai fait pour un master 1 SI donc SI SSI. En fait c'était un master réseau. Donc du coup pendant quoi 4 ans.
4 ans, on les a appris du réseau du Cisco, un peu tout ça. Et donc, la première question qu'ils m'ont posée, c'est nous, qu'est-ce qu'on va faire avec du DevOps? Voilà. Quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai parlé ici, donc, en fait, des prérequis. Là, je reviens ici. Voilà. Donc, ici, bon, en fait, je pense même que je peux revenir ici. Donc, ici, j'ai parlé un peu, bon, là, plutôt là, j'ai parlé un peu, en fait, des compétences. Vous savez, en fait, une seule personne ne peut pas tout comprendre, n'est-ce pas? Oui. Une seule personne ne peut pas tout faire, ne peut pas tout comprendre, n'est-ce pas? Même quand on est un ingénieur DevOps, ou bien quand on est dans un environnement DevOps, n'est-ce pas? On ne fait pas tout. Il y a les développeurs qui sont du développement, ils le font très bien, ils vont continuer à faire du développement, n'est-ce pas? Mais il y a aussi le réseau qui est important. Et vous allez voir que j'ai parlé ici de cloud, n'est-ce pas? Vous allez voir que lorsqu'on va les environnements qui font beaucoup de on-premise, de cloud, ou bien même qui font du on-premise, ils ont besoin de réseau. Aujourd'hui, si vous avez vos propres serveurs sur votre environnement, il faut les interconnecter. Il faut les faire communiquer ensemble. Et imaginez, en fait, on va sur le modèle de la virtualisation ou bien sur le modèle donc, de la containerisation. Et donc là, ça devient même beaucoup plus compliqué parce que maintenant, vous allez avoir des machines à l'intérieur d'autres machines avec la virtualisation. Et donc là, le développeur, lui, il pourra développer l'application, mais l'ingénieur réseau, c'est à lui de savoir comment il va exposer cette application qui est à l'intérieur donc du conteneur ou bien qui est à l'intérieur donc de la machine virtuelle pour l'exposer donc à l'extérieur. Et donc du coup, c'est là par exemple pour vous qui êtes un ingénieur réseau par exemple, ça c'est là où tu peux apporter donc votre valeur ajoutée. Et même on peut même aller beaucoup plus loin. Sur AWS par exemple, sur AWS, beaucoup de gens pensent qu'en fait c'est du développement, mais il y a une grosse partie donc de réseau. Et même, il y a une très grosse partie de réseau. Donc, ça dit que pour pouvoir interconnecter les VPC entre eux, pour pouvoir interconnecter justement, et tout ça. Et donc là, ce n'est pas les développeurs qui le font. C'est plus donc les ingénieurs réseau. Donc, c'est leur contribution, donc en fait, dans cet ensemble-là. Et donc, du coup, ce qui est juste important, c'est que toi, vous, en tant qu'ingénieur réseau, vous devez avoir l'information nécessaire. Par exemple, telle application, il ne doit pas être exposé à l'extérieur, il doit être exposé à telle autre application, il ne doit pas aller autre part. Et vous, en tant qu'ingénieur réseau, c'est à vous maintenant de définir les règles et la communication, n'est-ce pas, pour répondre donc à ce que le développeur vous a fourni comme information. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond effectivement à ma question. La dernière maintenant, c'est de savoir si, par exemple, c'est-à-dire, si vous offrez ces formations-là, on doit, par exemple, si moi je m'inscris dans vos, c'est-à-dire pour suivre ces formations-là avec vous, je dois, c'est-à-dire, c'est un package ou quoi? Ok, donc pour la formation, donc c'est une formation de façon globale. Nous allons un peu toucher un peu de tout. Mais bon, en fait, comme je l'ai dit, c'est tellement large que nous n'allons pas rentrer en profondeur, mais nous allons un peu toucher, n'est-ce pas? À chaque étape, comme par exemple ici, la partie programmation, on va regarder comment compiler donc une application Java, n'est-ce pas? Comment configurer un serveur, par exemple, avec des machines virtuelles, n'est-ce pas? Comment containeriser donc une application, comment configurer, comment exposer, n'est-ce pas, un conteneur sur le réseau, et ainsi de suite. On va faire un peu toucher un peu de tout. Maintenant, après, ce qui est intéressant avec cette formation-là, c'est qu'après, vous aurez les informations là où il faut aller pousser. Comme par exemple, moi, par exemple, ce que je recommande pour les gens qui font du réseau, au-delà d'avoir la vision globale, c'est après, par exemple, de se spécialiser, par exemple, sur des avoirs comme Kubernetes, n'est-ce pas? Où vous allez voir qu'il y a beaucoup, donc la partie administration ou bien la partie sécurité de Kubernetes, où, par exemple, vous allez faire où vous aurez en fait le concept de réseau est beaucoup plus poussé là-bas parce que là-bas, vous allez plus travailler sur la partie serveur, exposition de données, et ainsi de suite, que par exemple la partie, supposons, Docker, ou par exemple, vous allez plus parler de développement, par exemple, ou bien, par exemple, quelqu'un qui fait du développement, moi, je lui recommanderais de se concentrer plus sur la partie, par exemple, CI/CD et la partie de containerisation, par exemple. N'est-ce pas? Mais je vais pas. Bon, en tout cas, sur le cours là, actuellement, on va brosser tout. Maintenant, je pense qu'avec Ratel, donc je sais pas, en fait, bon, je pense que tout n'est pas connecté. Fabien n'est pas connecté, mais je pense qu'il y a un projet actuellement qu'on a ensemble
de faire des cours de Linux renforcés. Donc, c'est-à-dire que pour les gens qui veulent faire plus d'administration système, de faire donc des cours de Linux renforcés, ou bien par exemple les gens qui veulent faire par exemple du Kubernetes, de faire donc des préparations donc, à la certification CKIA ou bien CKIAD, et ainsi de suite. Mais ça, ce sera à part. Mais pour ce coup-là, on va ramasser donc en fait le tout de façon donc globale. D'accord. D'accord. Là, c'est compris. C'est compris. Bon, je pense que c'était prévu qu'il y ait des gens qui étaient dans les cohortes précédentes de se connecter, mais je ne les vois pas. Bon, je pense que c'est le Ramadan. Je ne les vois pas, mais bon. Je ne les vois pas, mais je pense que tu peux contacter Pabioro. Donc, il pourra te mettre en contact avec les anciens auditeurs donc, de ce bootcamp-là, pour qu'ils puissent en fait vous... ils pourront vous dire un peu leur retour, leur feedback. D'accord. Il y a pas de... Monsieur Kamara, donc, comme ça, après ça, je vais vous contacter en privé. OK, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Oui. OK, je pense qu'il y a Ismaël qui a levé la main. Oui, bonsoir, monsieur Kamara. Oui, bonsoir. OK, moi, ma question va dans le même sens que je suis un développeur junior. Concernant tout ce qui est réseau, il n'y a aucune idée. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour s'il y a à la formation, la partie réseau, comment on fera, je ne sais pas, la formation pour la maîtrise? OK, donc en fait, par exemple, vous êtes un développeur, bon, vous dites junior, c'est ça? Oui, développeur junior, ça. Oui, c'est ça. OK, donc là, déjà pour les développeurs juniors, moi, même senior, hein, ce que je recommande déjà, c'est plus aller donc commencer à comprendre la partie containerisation. Donc, c'est-à-dire comprendre comment Docker fonctionne, par exemple, comment ils peuvent containeriser leurs applications et les déployer de façon donc indépendante. Et après ça, ils vont commencer donc à avoir des notions de base en réseau. Ils n'ont pas besoin d'être des experts réseau, n'est-ce pas? En fait, on n'a pas besoin de faire du Cisco, tout ça, mais au moins de comprendre c'est quoi le port mapping, n'est-ce pas? C'est quoi la notion de NAT, le port binding, et ainsi de suite. Comment, par exemple, comment expliquer, par exemple, les réseaux OSU, les réseaux NAT, les réseaux bon, en fait, de mémoire, bon, par exemple, je pense que sur la virtualisation, il y a les réseaux NAT, les réseaux OS, il y a aussi les réseaux OS only et tout ça. Comprendre, par exemple, l'isolement des réseaux. Donc, ça, c'est des notions de base, n'est-ce pas, à maîtriser. Et au-delà donc de ces notions de base-là, n'est-ce pas, et vous n'avez pas vraiment besoin, après, bon, si vous voulez, vous pouvez vous former à autre chose, évoluer sur ça, mais c'est largement suffisant aujourd'hui pour pouvoir configurer, par exemple, votre système de conteneurs. Et aussi, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, vous spécialisez un peu sur la partie cloud, AWS, par exemple, ou bien GCP, et peut-être même sur la partie Kubernetes, mais pas sur la partie administration, mais sur la partie développement. Donc, il y a sur Kubernetes, il y a ce qu'on appelle le CKAD, donc le Certified Kubernetes Developer, où, par exemple, là, vous n'allez pas faire de la configuration réseau ou bien vous n'allez pas faire de la configuration système, mais vous allez voir comment, en tant que développeur, vous allez utiliser, par exemple, le Kubernetes, par exemple. Et donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de tout faire, mais voilà, selon là où vous êtes à l'aise, vous allez évoluer. Et moi, dans ce cours-là, je prends en compte qu'il y a des gens qui sont plus développement, des gens qui sont plus réseau, des gens qui sont plus même gestion de projet, hein, ou bien même des gens qui ne sont pas des développeurs en tant que tels, mais qui ont envie de comprendre c'est quoi le DevOps. Et très souvent, avant de commencer un cours, je rappelle donc les notions de base nécessaires pour pouvoir faire le cours normalement et comprendre en fait, et comprendre carrément en fait, comment ça s'appelle encore, ce qu'on va faire sur les exercices. D'accord, compris, monsieur. Merci. Merci. Il y a d'autres questions? Bon, en fait, par expérience, tous les cohortes que j'ai eus, c'est essentiellement des développeurs qui étaient dans ces cohortes-là. Donc, du coup,
je m'attardais beaucoup sur le réseau parce que c'est la partie où les développeurs n'aiment pas trop en fait, les réseaux. Mais voilà, en fait, ils réussissent quand même après à pouvoir le gérer facilement. D'accord, ok. Pas d'autres questions? Bon, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous remercie. Oui, oui. Pour comprendre l'environnement DevOps, vous prendre combien de temps pour avoir un bagage d'un DevOps? Combien de temps de formation pour être opérationnel? Ça, c'est une question piège. Bon, pour être un bon DevOps, ça prend des années. Et même quand je dis des années, ça prend toute une vie, en fait. Parce que vous allez vous rendre compte que, par exemple, et même d'ailleurs, ça m'est arrivé tout récemment. À plein cours, je me rends compte qu'il y a eu des changements qui ont été faits, par exemple, au sein de Kubernetes et au sein de Docker. Et pendant le démo, en plein cours, que je me suis rendu compte de ça. Donc, c'est des choses qui évoluent. Donc, ça veut dire que c'est un domaine qui évolue très rapidement. Donc, l'informatique évolue très rapidement. Et vu que l'informatique évolue très rapidement, le DevOps aussi, les outils évoluent aussi avec le DevOps très rapidement. Mais les concepts de base, pendant le bootcamp, les concepts de base ne changent pas. Donc, c'est les mêmes concepts de base, n'est-ce pas? Maintenant, c'est les outils qui vont évoluer. Donc, vous allez voir peut-être que dans un an, tous les outils dont je vais parler, n'est-ce pas, en fait, sur le cours, peut-être ne seront plus, la majeure partie ne seront plus disponibles et qu'il y aura d'autres outils. Il faut, comme je l'ai dit aussi, il y a aussi la partie IA qui commence vraiment aussi à être très présent donc, dans le domaine du DevOps avec donc l'automatisation avec les gens. Et donc, du coup, voilà. C'est un travail continu en fait. Mais les concepts de base, je pense que c'est le cours, je l'ai programmé sur 60 heures. Durant les 60 heures, c'est largement suffisant pour pouvoir avoir les concepts de base. Maintenant, le reste, c'est de l'apprentissage continu. D'accord, merci pour l'info. Il n'y a pas d'autres questions? Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que là, on a débordé de 30 minutes, mais je pense que c'était pour la bonne cause. S'il n'y a pas d'autres questions, donc merci beaucoup et j'espère vous retrouver donc, pour le bootcamp. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Oui, donc là, pour juste une minute, donc en fait, comme je l'ai dit, je ne suis pas très compliqué hein, pour mon email. C'est mmkmou@mmkmou.me. Et donc, sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit tous les réseaux sociaux, c'est @mmkmou. Donc, vous allez me retrouver donc, sur les réseaux sociaux.